Mon documentaire est un mémorial qui retrace la courte existence du Slumberland, lieu mythique à Bruxelles en ces fabuleuses années 70. Voici quelques témoins avec, en bas, le nom des œuvres audiovisuelles dont j'ai utilisé des extraits gracieusement mis à disposition par leurs auteurs. Merci les gars. À droite, le nom de l'individu et le pourquoi de son existence. Et puis, dans le médaillon, un portrait, c'est lui ou elle. In heel het land van België zijn werkers ontevreden. De prijzen blijven stijgen, de lonen blijven mager. Onzeker elke morgen, hoe kom ik aan mijn brood? Onzeker als je thuis komt, de crisis in de ogen. Wat moet er nu nog komen? Wat durf je nog beginnen? Zoveel gesloten deuren, voor zoveel open vragen. Maar luister nu naar ginder aan de oevers van de Schelde. Zijn mannen in verzet, Gildenboel is op stelten. Vol hartskipsbouwers, vol hartskaalwerkers, vol hartalle mannen die zich niet laten binden. Vol hartskipsbouwers, vol hartstaalwerkers, vol hartalle mannen die zich niet laten binden. Het is nu al 13 weken, maart, april en nu mei. Het is nu al 13 weken, de lente gaat voorbij. Vol hartskipsbouwers, vol hartstaalwerkers, vol hartale mannen. C'est peut-être un peu con comme ça. C'est peut-être un peu con comme ça. Après 30 ans, déterrer un bistrot, parce que c'était aussi un bistrot. Je pense que vraiment c'était un phare. Cette époque, je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un intérêt à faire un sujet sur le Slumberland. C'est qu'il correspond à une époque qui a été très progressiste et un peu dérangeante et un peu avant-gardiste dans Bruxelles. La génération des années 70, pas du tout désenchantée comme le pensent des philosophes trop croyants, appliqua un vieux système qui consiste à briser les mythes et les idoles, non par la violence, mais en les pulvérisant par la dérision et en se jouant. Donc, plus rien ne pouvait être tenu pour sacré ou intouchable. Même la colossale figure de Tintin, mythe fondateur de la belgitude bien pensante, n'a pas échappé au droit de la critique, d'ironie ou de dérision. Du Slumberland, dans les années 72, je ne me souviens plus guère que des Water, dans lesquels je me suis initié à de très somptueuses et vitales voluptés. Et donc on se retrouvait avec cette problématique de ne pas savoir exactement où était notre identité. Qui étais-je? Étais-je flamand? Étais-je francophone?
Était-je un flamand francophone ou un flamand parlant français? Mais en fait, en tous les cas, c'est côté fabuleux qui disparaît un peu aujourd'hui chez les jeunes qui réussissent, c'est qu'on se prenait pas au sérieux. Je dis oui, mais moi je vais faire pipi aussi. On va faire pipi ensemble. Ah ouais, c'est ouais. Ouais. Donc elle me dit, mais non, mais je vais faire pipi debout. Et en fait, cette nana m'a montré comment une nana fait pour faire pipi debout. Ça, c'est mon souvenir du Slumberland. Oh. Ben oui, j'ai loué un bel appartement bon marché au Sablon qui n'était pas encore à la mode à l'époque, c'était encore faisable. Et puis j'ai connu le locataire principal qui était donc un certain Jan de Breuker. Et un jour, il m'a convaincu d'ouvrir un bistrot avec lui. C'est aussi lieu de rendez-vous nocturne, ouvert tard, qui était indispensable peut-être à notre évolution, un peu de militants sans parti. Et Gilbert un jour m'a dit, je me souviens très bien, c'est finalement, au fond, je ne m'en rendais pas compte non plus, mais c'était une journée historique. Tu sais ce qu'on va faire, comme ça ne donne rien dans les associations professionnelles, tout le monde est là, tout le monde se plaint et ça ne bouge pas. Moi je pense qu'il y a une chose à faire, c'est d'aller trouver le syndicat. En quelques mois, le syndicat a pris la chose en main, il y a eu des barèmes, disons, la profession s'est organisée. Mademoiselle est là. Regardez l'escalade naturelle. Il faut se souvenir qu'à l'époque du Slumberland, on était dans une période où l'urbanisation de Bruxelles était épouvantable. On avait VDB toute la bande, on avait donc il y avait une solide menace sur la vie, sur Bruxelles, sur notre liberté, etc. En plus, je dis qu'à cette époque-là, il y avait aussi le coup d'État au Chili, il y avait, on sortait du coup de Prague, d'un tas de choses. Donc, il y avait un besoin de retrouver des éléments de révolte chez des gens et des besoins de trouver des gens qui résistaient. Donc, c'était un lieu de résistance aussi, résistance comme ça. Alors, moi, c'est resté, et la Zinneke est un lieu de résistance culturelle, puisque peut-être que le Slumberland était surtout un lieu de résistance culturelle, à travers ce qui s'y passait, ce qu'on y rencontrait, beaucoup de gens qu'on retrouve sur les terrains d'aventure écologique, progressistes et autres, fréquentaient le Slumberland. Alors, il ne s'est pas passé des tonnes de choses dans les faits à Bruxelles en 68, on n'était pas à Paris, n'empêche qu'il y avait quand même, je dis ça sans aucune nostalgie, une espèce d'esprit comme ça, et d'espoir aussi de changement, une espèce de liberté dans les têtes comme ça, et quand même un sentiment assez aigu du plaisir. Il y avait très peu de télévision aussi à l'époque du Slumberland. Il y avait une chaîne, deux chaînes, peut-être trois chaînes, pour ceux qui avaient une grande antenne. Et donc, la vie était un peu différente. Les gens sortaient plus. Moi, je sortais énormément et je rencontrais beaucoup de gens. Et donc, rencontrer des gens avec qui on avait des atomes crochus au Slumberland, c'était intéressant. Donc, des gens qui on pouvait parler, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'était une espèce de trac vivant, de journal d'information convivial. On était ces êtres qui se regardaient, se critiquaient, s'analysaient et puis s'amusaient. Parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de révolte possible sans la fête. La fête était fondamentale dans la révolte, la fête était peut-être la révolte. Et on a fait la fête. On l'a fait. C'était très gai, c'était très amusant, c'était fatigant. Faire un documentaire sur un bistrot qu'on a exploité, un lieu mythique, un lieu
où on a passé un beau bout de sa vie il y a 30 ans. En tant que réalisateur, c'est pas évident. En fait, je dirais que c'est un peu faire un portrait de soi-même à travers les autres. Excusez-moi. Vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes nul. Ouais, c'est vrai que je suis un esbroufeur, un vendeur de vent. Pour encore une fois souder la clientèle et pour la fidéliser, comme on dit en marketing, on avait fabriqué un petit journal qui s'appelait le Slumberland Magazine, dans lequel il y avait les infos de la cinémathèque, des activités qu'on organisait, et puis un peu d'humour aussi, et puis c'était présenté d'une manière un peu spéciale. Il y avait une petite bande dessinée, il y avait un roman photo, il y avait de tout. Est-ce que tu te souviendras de nos promesses de combat? Non, ne me demande pas pourquoi parler de tout ça. Non, je ne prends aucun plaisir à nous imaginer souffrir, mais nous sommes ici des enfants, élevés souvent si tendrement, loin des fureurs, loin des tourments, loin des horreurs, des déchirements. Alors avant de parler d'ailleurs, réglons les comptes de nos peurs, peur de ces montées d'inquiétude. Voilà, c'était la photo que j'avais sur ma carte d'identité à l'époque. Maintenant c'est un petit peu différent. Allez, au revoir. Je me souviens surtout de la rue des Chartreux. On va parler de cet endroit mythique, le Slumberland. Il y a le Pepperland, le Bierland, le Kukeland. Et puis le Slumberland, le Little Nemo in Slumberland. Un grand escalier. Il y avait une très grande volée d'escaliers. Il fallait monter au Slumberland comme on monte au ciel. Et en fait, moi je me souviens essentiellement des escaliers. Est-ce que c'est parce que je les descendais sur la tête? C'était énorme! C'était énorme, c'était vraiment... Enfin, je me souviens être monté un jour en me disant, est-ce que je pourrais les descendre? Et je les ai descendus beaucoup plus vite que je ne les ai montés. Mais je crois que c'est sur le dos, ou sur le cul, enfin. Si ces messieurs dames veulent bien m'excuser. L'escalier était pas mal, c'est un bel et grand escalier. Alors on était à l'époque dans les années 70. C'était toujours super parce que ce grand escalier monumental. Et alors quand il y avait des jolies filles devant nous, c'était toujours agréable. Et le Slumberland, pour moi, était une espèce de grande plaque tournante qui, quelques années après, commence à sonner. Comme quoi, des grands événements comme ça, au moment où on les vit, ont l'air d'être abstraits, mais quand on est vraiment en train de redévelopper après la signification de ce rassemblement, on est dans le beau et il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes tous des bourgeois et des esclaves bourgeois dans un théâtre de marionnettes bourgeois. Du coup, ça avait un côté lieu vraiment pour l'initié. N'y allait pas qui ne comprenait pas ce que c'était. N'y allait pas qui ne savait pas où ça existait. Résultat, ça fait une forme de cénacle, une forme de rencontre d'étranges bonshommes et d'étranges femmes qui savaient très bien que ce lieu était à eux, entre guillemets. C'est un endroit qui plaisait à pas mal de gens. Quand ils étaient en tournée la nuit, c'était un endroit un peu différent des autres et on rencontrait un tas de gens spéciaux, bizarres, amusants, parfois emmerdants aussi, de tout. C'était en fait aussi un peu le lieu de rencontre de fin de nuit de ce qu'on pouvait appeler à l'époque le tout Bruxelles. Le slum, c'était un point d'ancrage. Quand je m'ennuyais le soir, je ne savais pas quoi faire, le cafard, ben, que ça soit n'importe quel jour, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais ou quoi, ben le slum, j'y allais parce que je me sentais bien. J'y allais seul, ce qui était un des rares endroits
où j'étais quasi sûr de ne pas m'embêter et trouver quelqu'un, quoi. Et ça, c'est un souvenir magique de l'endroit. C'était une vieille maison de maître, de ces belles maisons de maître du début du siècle, des années 1910, avec des lambris, des plafonds avec des, comment on appelle ça, ces espèces de machins au plafond. Le parquet, oui, maintenant je me souviens, tout était en bois, mais je me souviens aussi de magnifiques photos. Les magnifiques photos parce que c'est une œuvre charitable qui était là-bas. C'était pas le sou du vieillard, c'était cercle africain. Non, pas le cercle africain. Conservatoire africain, voilà. Et ils avaient de magnifiques, comment dit-on? Ce ne sont pas des couilles, ça. Des collerettes blanches. Et ils se déguisaient une fois par an en noir. On peut enfin vraiment, ça va seul. Et ils étaient magnifiques, ils allaient à travers la ville, quêter. Nous étions tous un peu comme ça, mais sans le magnifique col-roll, hein. C'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? C'était formidable. Dans cette évolution de la prise de conscience, c'était un lieu alternatif, dans le sens où ce n'était pas un lieu où un parti avec son idéologie venait nous écraser, mais c'était simplement un rassemblement de gars avec lesquels on rigolait beaucoup, on s'exprimait, d'autres venaient avec la distribution de documents, de tracts, de tout ce qu'on peut dire, sans être un lieu de revendication vraiment idéologique trop marqué. C'était vraiment très large. Il y avait des anarchistes, il y avait des gauchistes, des communistes, des socialistes, des pré-écolos, et alors des gens tout à fait indépendants de tout, qui en avaient marre de quelque chose, qui se retrouvaient là pour rigoler, bouffer, écouter un truc, voir un film, ou se rencontrer simplement. Un éclairage discret, pas beaucoup de bruit. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. La musique avait son importance, mais on pouvait parler facilement. Pour moi, c'est une époque où je venais de divorcer, donc comme beaucoup, parce que c'était fort à la mode à ce moment-là. Et donc, c'était mon salon, quoi. Le soir, au lieu de rester chez moi, je venais au salon, au Slumberland. C'était l'époque où on était un peu hésité entre la solidarité fondamentale de la gauche et l'individualisme des gens, des individus. Et leur individualisme a d'ailleurs gagné contre la solidarité quand on voit la société d'aujourd'hui. Mais c'était une époque où on faisait. C'était une époque où tout était possible. Bande de cons, révoltez-vous, nom de Dieu. Ne restez pas assis comme des cons. Assassinez vos assassins. Gagnez votre liberté. Et donc nous, on a fait nos services militaires en 68. Donc tu penses, les barricades et tout ça, on nous a pas tellement laissé les regarder et on n'a pas vécu du tout cette notion. On était là-bas, on faisait on faisait un peu de cinoche, on était tous les deux au service cinéma. Et on essayait surtout de passer entre les lignes pour ne pas avoir trop de corvées. Ce que je veux vous dire aujourd'hui tient en peu de mots. Mais je crois qu'il faut que vous sachiez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et comment j'estime que les choses devraient être faites demain. Le courage de faire face, c'est quoi?
Cette période avait favorisé toutes mes débauches et que j'avais vécu intensément, de la plus frénétique manière, dans les chiottes de ce Slumberland. C'était aussi l'époque, évidemment, où tout se développait. C'était l'époque de la pilule, c'était l'époque de la libération sexuelle, c'était l'époque où, quoi qu'on ait fait, on avait toujours l'impression qu'on avait fait l'aventure. Mais c'est aussi l'époque où un certain nombre de gens ont fait l'aventure. C'est ainsi qu'apparurent des éditions pirates de Tintin, où ce héros légendaire et asexué de nos tendres années, pris d'une frénésie sexuelle sans limite, se livre à des orgies où la vulgarité pornographique atteint, par ses excès même, une forme d'art. On avait une vision tout autre du monde, où les valeurs sûres étaient ébranlées, et c'était une époque où l'on espérait pouvoir refaire le monde. On pensait encore fort naïvement que détourner un héros imprimé était une atteinte moins grave à la dignité humaine que d'affamer ou d'exterminer des peuples entiers. Eh bien, on se trompait. On avait à l'époque plein d'envie, plein d'envie de faire des choses, de créer des choses. J'avais terminé de faire un premier film, un dessin animé, qui s'appelait Scarabus. Je me rappelle même d'ailleurs que c'était un peu avant que je ne quitte la pub, puisque j'ai fait une série de photos de mode là. Je me demande d'ailleurs comment on tenait tous le coup, parce qu'on était tous des super oiseaux de nuit. Et on bossait en même temps, on n'était pas des espèces de joyeux fêtards vivant de nos rentes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens parmi nous qui avions des rentes. Donc on devait avoir une capacité de travail et d'amusement assez exceptionnelle. Il y avait un air de liberté à l'époque que je trouve qui n'existe plus. Je trouve que les gens s'amusent, moi. Ne comptons plus sur leurs discours pour nous défendre nos salades. Ne comptons plus sur les promesses de bureaucrates autoritaires. Vive le combat à la base des délégués, des ouvriers. Vive l'unité à la base, FGTB et CSC. C'est pas nous qui paierons, c'est pas nous. Ça a été un quai magique dans l'histoire du cinéma belge, parce que ce café, enfin cet endroit bizarre, récoltait des gens de tout poil, de tout bord, spécialement dans le domaine cinématographique, mais également musical, et ça a permis des rencontres. Au fond, tous ces gens, on ne peut pas dire qu'ils faisaient partie de la même bande, mais se connaissaient bien, se mélangeaient très fort, dans tous les sens d'ailleurs. Rappelons quand même que c'était la période bénie, juste après que la pilule a été inventée et juste avant le sida. Ça n'a pas duré longtemps, cette période bénie, ça a duré genre 12-15 ans maximum. On est bien tombé. Les gens que je rencontrais, bon, ben, c'est des copains, quoi. Je veux dire, des gens comme Pompicha venait souvent là, il me semble. Je crois même que c'est au Slumberland qui m'a pour la première fois raconté le projet de Tarzoun. Cet endroit regroupait plein de choses. Il regroupait des gens qui aimaient le cinéma, des gens qui aimaient la danse, des gens qui aimaient le théâtre, la musique. Tout le monde se côtoyait et c'était une sorte de chaudron en ébullition. Oh, la vie est belle! Je me souviens quand je préparais Homme Sweet Home, c'est cette époque qui était un film un peu fou, qui était irrévérencieux pour l'establishment par rapport aux vieux. J'avais emmené Jacques Perrin, qui était mon coproducteur français, au Slumberland, et il m'a dit « Benoît, ça a une saveur que aucun café parisien ne possède. » Il dit « À Paris, les gens
conversent, se toisent, viennent avec un livre obligatoirement pour montrer qu'ils sont intellectuels. Il dit, vous venez avec votre paquet de cigarettes et votre paquet de shit, vous fumez, vous en foutez des règles, c'est plus proche du groupe Cobra que d'un café Flore à Paris, par exemple. Le Slumberland était vraiment ce qui représentait le plus une espèce de grande envolée vers des arts nouveaux, vers une redécouverte des sources aussi, certainement en tout cas, moi en tant qu'artiste, non, j'ai cassé quelque chose. Alors évidemment, mes souvenirs sont flous, comme je le suis un peu moi-même, mais c'est le plaisir d'y arriver. On était persuadé quand on montait là-haut, qu'il y aurait un cinglé ou l'autre, ou bien 35 cinglés avec qui passer sa soirée. Pas que des artistes, pas que des gens qui appartenaient au milieu du cinoche ou du théâtre, tout ça. C'était plus une certaine marginalité que j'ai connue plus jeune. Moi, les premiers que j'ai connus, c'est en fait au Smog. Le Smog a été créé par Carles Calico, entre autres, auteur de BD Pirates Tintin à Paris et Tintin en Suisse. Il vit en Catalogne, où on est une fois allé le voir. Hein. Quand arriveront au sommet des pentes du pouvoir, quand se dresseront à l'horizon des foules sans espoir, les maîtres, les guides que l'on n'attendait plus, les maîtres, les guides qu'on croyait pour toujours battus. Quand ils proclameront la pureté de leur force nouvelle, quand ils nous annonceront pour 1000 ans le règne du soleil, pendant que dans l'ombre ils rassembleront nos frayeurs pour construire avec elles la pyramide de la terreur. Ce milieu était le milieu qui était le plus dynamique dans Bruxelles et qui faisait que les années 70 de Bruxelles étaient un pôle et assez important. Je me rappelle très bien, on travaillait déjà sur Paris et beaucoup de copains parisiens disaient c'est à Bruxelles que ça se passe. Topper est encore passé aussi au slum et Bartier, Robert Wolski, je ne sais pas si il a été un pilier du Slumberland. Puis le rush des salades tombait un petit peu suivant l'heure. Yann se mettait à jouer au 421 et forcément tous ces gens qui me regardaient un petit peu comme ça travailler et passer de l'un à l'autre me racontaient leurs petites histoires, me parlaient de gens que je ne connaissais absolument pas et que je rencontrais parfois des semaines ou des mois après, et je les regardais en me disant: si tu savais tout ce que je sais sur toi, tu ne t'en doutes absolument pas. Je me rappelle de quelques soirées avec Noël Godin où on s'invectivait de table en table, ça créait un désordre total, et très bien, parce que c'est du chaos que naît la création, je crois. Mais je sais que c'était ce qui se rapproche plus peut-être d'une espèce de fraternelle. Je ne parle pas des anciens combattants que nous n'avons jamais été, mais d'une espèce de fraternité, parce qu'on savait que les gars là-bas ils pouvaient pas être mauvais tellement qu'ils étaient fous.
Le Slumberland, c'était un monde, c'était un clan. Il y a quand même eu des gens comme ça qui étaient un peu des rayons de soleil dans le bistrot. Marco Lamens, mais c'était gai de te voir. Donald Sturbel, c'était pareil, c'était toujours un vrai plaisir de le voir. Il était toujours de bonne humeur, il était toujours gai. On passait le dernier coup de balai, eh ben il était là pour nettoyer. Je me souviens d'un départ en vacances, comme ça, avec Corneille, avec Annabelle, enfin, il y en avait quelques-uns. Et ils ont tous donné un coup de main pour que tout soit propre et qu'on puisse partir le lendemain en vacances heureux. J'ai ouvert avec un ami, avec Michel François, nous avons ouvert le cinéma du Slumberland. Je me rappelle aussi qu'il y avait une fille, mais je me rappelle plus de son nom, qui avait la curieuse manie souvent de danser sur les tables en faisant un striptease. En montrant ses seins, elle avait des très beaux seins d'ailleurs, et je ne me rappelle plus de son nom. Les gens qui venaient au Slumberland, c'était les gens qui habitaient dans une maison collective rue de l'Arbre Béni. Ces gens-là étaient Bernard Isler, Geertz, Franck, qui sont maintenant de toutes grosses vedettes de la BD. On en a très peu parlé, mais il était présent pendant tout un temps au slum régulièrement. C'est le docteur Peirce. Il venait avec des étudiants. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai que quand je les voyais arriver, c'était quelque chose... je me disais, tiens, ça c'est chouette. Ça c'était vraiment un endroit où on aimait bien venir, parce que d'abord il y avait ta sale gueule de vieille mec, et puis il y avait d'excellentes salades. Je me suis lancée dans la composition de salades qui n'existaient pas sur le marché à l'époque, que maintenant on trouve même en boîte toutes préparées. Et puis il y a eu une période où je faisais tous les lundis soirs de la cuisine régionale. C'est comme ça que j'ai eu Carlos. On y mangeait pour 2,50 francs, ça coûtait rien. Des super salades qu'Arlette faisait. Quand il y avait des commandes de 15, 20, 50 plats, parfois quand on avait des soirées à l'Anne Stivell et qu'ils redescendaient tous du 140 et qu'ils avaient faim, fallait y arriver, mais bon, on y est arrivé. Bon, ça tournait. Il y a eu des salades un peu de tout. Celle qui a peut-être fait le plus gros boom et qui a laissé peut-être le plus de petits dans Bruxelles, c'est la salade au maïs. Le maïs, Little Nemo, ça va bien ensemble, hein, du maïs doux américain. Je me souviens qu'avec des copains, une table, on était 3 copains, il y avait 3 chouettes filles à une autre table, et on mangeait les fameuses salades avec maïs dedans. Et on a essayé de draguer les filles en jetant du maïs sur le sol, en essayant d'appâter les poules, et ça n'a pas fort marché, il faut le dire, mais on se marrait bien, quoi. Je me souviens de ta carte aussi, avec si vous avez le foie détraqué, l'estomac patraque, les reins pas très solides, venez chez nous, on vous achèvera. Voilà, il y avait aussi de la musique, il y avait beaucoup de bonnes bières. Du vin aussi, je me souviens, je ne sais plus comment il fonctionnait le vin, mais il y avait un très bon vin. Et donc ça veut dire que quand on se descendait, j'ai pris moi un jour, j'ai fait le toboggan sur les escaliers du Slumberland, mais ça s'est bien passé. Comme le train qui passe d'ailleurs. Le temps passe, le Slumberland est toujours là. Tu dois y aller, elle sait que c'est toi. Bon, cette plaisanterie a assez duré. Jules? Faute! Silence!
Sortez. J'ai dit sortez. Silence. Et tout le monde à sa place. J'ai dit silence. Tant qu'il ne sera pas excusé, pas de décès. Restez ici. Bon, mangez vos desserts maintenant. Et c'est évident que l'alcool aidant, parfois, ça ouvre des esprits plutôt que de les enfermer sur eux-mêmes, et ça les force à échanger des choses. J'allais au Slumberland avec une amie. Et en fait, on y allait pour voir ce qu'il y avait comme garçon, quoi. Pour ne pas dire... Je suis en forme, hein? Pas vrai, Jeannette? Hein? Et alors, cette Bernaise? J'allais vraiment dans le bistrot pour me marrer, quoi. Donc boire et puis passer une soirée où on se bidonne avec des copains. J'allais au Slumberland voir des espèces de joutes où des comédiens se retrouvaient sur scène. Le public donnait des noms, par exemple moissonneuse, batteuse, trieuse, banane, lampadaire, et puis les comédiens improvisaient avec ces mots-là. L'exposition que j'ai eue au Slumberland était une exposition un peu particulière, qui était un endroit où on pouvait montrer des choses qu'on ne montrait pas nécessairement ailleurs. Et j'ai fait une exposition chez lui sur des tableaux qui n'étaient pas faciles parce qu'ils étaient souvent à connotation sexuelle marquée. Ils étaient aussi, pour moi, une forme de libération. C'était la sortie de tous les engrenages dans lesquels on était et tout ce que cela représente au niveau en fait des normalisations. On sortait de la normalisation. En fait, on rejetait la normalisation. Le Slumberland a été vraiment, je crois pour moi, l'endroit de la fête. Je me souviens que c'était Tarzan à New York, le premier film, et pourquoi pas démarrer avec un film comique et ludique. Et sûrement que pour faire la promo du film, on montait sur les tables en hurlant et en jouant Cheetah ou en jouant Jane. Parce que quand il n'y a pas de Jane, il n'y a pas de plaisir. Pratiquer, comme dans beaucoup de bistrots bruxellois, le 4-21. Il faut dire que j'avais une certaine pratique. On parle d'une façon particulière de jouer, mais bon, disons que je savais parfois gagner quand il fallait. Ce qui a évidemment intéressé le patron de l'établissement, Jan Brugge, qui adorait d'ailleurs jouer au 4-21 pour des tournées. Et c'est au moment où il a commencé à se faire battre, parce qu'il avait aussi une façon très particulière de jouer, qu'il a plutôt pensé que je ferais mieux de jouer contre des clients pour des tournées en étant de l'autre côté du bar. Ou la ruine nous guette. L'opération pâtissière Maurice Péjard est partie des toilettes. J'étais enfermé dans les chiottes pour préparer la tarte vengeresse que notre ami Jean-Pierre Bouixou a balancée sur le faciès du décourageant chorégraphe Béjart. Il y avait aussi un jour, on a fait un week-end rouge. Ça a été très mal reçu chez les gens de gauche, chez les rouges, quoi. Parce que
on était un peu en art, on était en art envers tout. Un week-end, si avec soirée démente, pour inviter quelques débiles pas trop dangereux, quoi. Invité par un autre débile sans doute un peu plus dangereux, à savoir Riyad. It were so, it was a grievous fault, and grievously as Caesar answered it. Le Slumberland est aussi un lieu de world music à l'époque, de pré-world music, puisqu'il y avait des groupes, moi j'en ai amené quelques-uns, qui venaient un peu de partout, de passage, soit du Canada, ou d'Afrique, ou d'Amérique latine. Donc c'était des éléments déjà qui anticipaient. Moi je n'ai pas de souvenir d'activité à part boire, 30 bières par jour, des petits alcools quand on était derrière le bar, des femmes, mais d'autres activités genre culturelles, ça ne m'a pas marqué. Hein. En ce qui concerne le safari, c'était une expédition extrêmement risquée dans le Pajottenland. Parti en bus, on a fait quelques, comment pourrait-on dire ça, des réserves cachées où se retrouvait la gueuse, la crique artisanale absolument garantie, quoi. Et l'expédition était assez dure, assez difficile. Il y a eu des hauts, des bas, mais enfin, on est rentré vivant, mais salement amoché chacun, il faut le dire. Le safari, je crains d'avoir été non seulement un guide au début, mais très rapidement, je suis devenu un participant. Et comme le safari était relativement arrosé, pourtant je me souviens, il se passait dans le Brabant flamand. Et je crois que j'ai aussi abusé des quelques haltes de restauration qui ont pu avoir lieu à ces moments. Et je dois dire qu'à part quelques flashs et quelques visions de paysages et de participants, de chasseurs invétérés, je ne me souviens plus exactement ni où ni comment les choses se sont déroulées. Le safari, eh ben non. Ça s'est noyé dans mes souvenirs de brousse africaine, je ne me souviens pas. Et alors tout à coup ça revient, je crois qu'on a même organisé à l'intérieur, et la nuit, je crois, un concours de pétanque. Je crois qu'on devait quand même tous être un petit peu jetés. On a mis du sable, mis un spot comme soleil, et là-dessus, on a commencé à jouer à la pétanque. Aux petites heures du matin, dehors il faisait froid, si je me souviens bien, il neigeait. Il y a des gens qui étaient retournés chercher un Bermuda, des lunettes solaires, c'était le délire total, quoi, exceptionnel. La pétanque, qui pour finir a attiré pas mal de monde, avec le soutien d'ailleurs d'une grande firme de boissons, puisqu'on y buvait évidemment à ce tournoi de pétanque, on y buvait du pastis. Pourquoi un tournoi de pétanque? Parce que bon, il faisait tellement mauvais à Bruxelles qu'on voulait faire vivre en plein hiver un peu les heures du soleil du midi à nos clients bruxellois. Ce tournoi s'est d'ailleurs déroulé pendant toute la nuit et s'est terminé dans, oserais-je le dire, dans l'état d'ébriété de quelques participants. Maintenant, monter une piste de pétanque au premier étage d'un bistrot n'a pas été une chose très simple. On a construit, en fait, comme pour les petits-enfants, un énorme bac à sable et qui servait de piste de pétanque et ça a très bien marché. Slumberland, c'était une coopérative où à un moment donné, il y avait déjà 80 coopérateurs. Là, on aurait fallu 2500 pour que ça puisse se maintenir. Et en 75, les charges
c'était trop lourd, on a fait faillite. C'est vrai, en plus, moi j'étais coopérateur. D'ailleurs, je devrais réclamer mes parents à la faillite, combien je dois. Mais je crois que le personnage dont on se souvient le plus, je crois tous, c'est Jan de Breuker, derrière le bar, qui racontait des histoires et qui rêvait de faire un film, qui rêvait de faire un western. Un western il voulait inventer un cinéma qui sentait mauvais parce qu'on ne sentait jamais l'odeur de la transpiration de ces types qui ne se lavaient jamais. À l'époque, moi je dessinais, je n'étais pas du tout certain, je ne croyais pas d'ailleurs que je ferais de la politique. Et cependant j'en ai fait. Faire l'amour, hein, par la guerre. Ouais. Faites l'amour par la guerre. Ah, beau ça. C'était terrible. Hein? C'était une bonne idée. Et là, la Zinekos, je reste là-dedans. Hein. Pour moi, c'est clair que quand on fait de nouveau participer les gens, on dit bon, ben d'accord, on a quelques lignes directrices, un petit peu l'art quand même, les artistes. Il faut d'abord les mouiller. Au Slumberland, il y avait des artistes qui venaient régulièrement comme clients, mais aussi participer bénévolement souvent. Donc les gens venaient spontanément chanter. Ben, la Zinekos, c'est la même chose. Il faut que les artistes rencontrent les habitants et réoccupent la ville. Sinon, c'est un peu trop facile. Sur son piédestal donc il faut descendre de son piédestal ou parfois remonter de sa cave parce que c'est des artistes dans des caves, rencontrer des gens. On a eu la chance, si tu veux, que l'argent n'était pas le moteur de notre activité. D'avoir entre 20 et 30 ans dans les années 70 en Belgique, je crois que c'est un vrai bonheur parce que ça te marque au fer rouge et tu gardes ça toute ta vie, quoi. En tout cas, moi je m'amuse encore vraiment beaucoup. Il est certain qu'on était certainement beaucoup plus insouciants que maintenant. Et pas que moi maintenant, mais qu'à peu près tout le monde maintenant. Je crois que c'est vrai que c'est un peu, parfois c'est un peu lourd quand même. Je me laisse aller. Oui, le projet d'avenir, c'est-à-dire qu'on avait pensé qu'il était un peu triste de voir se perdre dans la nuit des temps et dans la poussière des archives ces moments aussi agréables pour beaucoup de Bruxellois. Et on a décidé de ressortir un nouveau numéro de Slumberland Magazine, mais qui va donner lieu à une série de projets musicaux aussi bien que graphiques. On n'avait pas du tout l'inquiétude du boulot. On n'avait vraiment pas beaucoup de sous, en tout cas la majorité d'entre nous pas beaucoup de sous, mais cette crainte de ne pas avoir de boulot, de perdre son boulot, des choses comme ça ne venait pas tellement souvent dans les conversations. Une chose là qui objectivement a changé. Je travaillais déjà depuis une dizaine d'années dans le cinéma, mais comme électro, comme assistant, comme régisseur. J'ai fait Scarabus à un moment, je me disais, est-ce que je continue dans le cinéma ou pas? Je rêvais de devenir réalisateur, si c'est pour continuer à être électro, bon, il vaut mieux peut-être que je trouve un autre métier. Promeneur de chien. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'ouvrir une succursale au Portugal des Slumberland ou quoi? Je crois que la mentalité est bizarrement restée la même, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la génération des années 60 hein, qui est comme ça. On était des contestataires, on était des gens qui tenaient à la liberté et beaucoup d'entre nous sont restés comme ça. J'ai fait des études de comptabilité qui devaient m'amener à faire un boulot respectable dans la société. Et après 6-7 ans, j'en ai eu marre et j'ai tout plaqué. Et j'ai pris un bistrot, un peu style café brun comme Amsterdam, café tout en bois, avec une ambiance chaude, où les gens se parlent, comme c'était le cas au bar au Slum, où des gens de tous les milieux, tous les genres se mélangeaient, du moment qu'ils étaient de bonne humeur et ouverts d'esprit. Et on essaye de faire ça au bistrot aussi, quoi. Et c'est devenu ma vie et je le regrette certainement pas. Je reste dans le gag et la connerie, quoi.
Je serais assez pour une version expurgée comme ça parce que maintenant j'ai des relations sérieuses et tout. Mais on n'est pas isolé comme ça. Le Slumberland était une espèce d'œuf cosmique en plein Bruxelles où on était heureux de venir penser à l'amour. Ok, bon, je dis plus rien moi. C'est un si beau jour qui meurt sur les pentes des terrils. C'est un si beau jour qui meurt et me rappelle un ami qui remontait de la mine dans le dernier train de nuit. En m'offrant une cigarette, il m'a demandé du feu. Dans la flamme de l'allumette brûlait la fatigue de ses yeux. Et nos fumées se mélangent dans les saccades de silence. Sur la banquette de l'autre côté, deux hommes tombent épuisés. Dorme, dorme, tranquille peur. Il me dit qu'ils sont des milliers qui ne voient plus de leur famille que des visages endormis. Et puis ses yeux remontent dans le temps où il était paysan. Il est si loin de chez lui, si loin de son Algérie, loin de sa femme, loin de ses enfants, loin de la mort de ses parents.